On m'a demandé, si besoin est, de présenter Perico Légas ici présent. Moi, si tout le monde ne me connaît pas, je suis Gérard Gagnère, parce qu'il est beaucoup plus connu que moi, en fait. C'est quand même étonnant. Et donc, j'ai officié pendant les dernières années de ma carrière donc, à la CCI de l'Ardèche. Lorsque la CCI m'a demandé donc, de contacter Perico Légas pour une intervention sur le thème de l'agroalimentaire, sujet vaste s'il en est, ben, je n'ai pas hésité. Puis je remercie Perico, disons, d'avoir répondu présent à cette invitation. Voilà Perico Légas, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et tout le monde le connaît. Allez, levez les mains, ceux qui ne le connaissent pas et qui souhaitent que... Ah, il y en a quelques-uns. Voilà. Donc, Perico Légas est rédacteur en chef donc, au journal Marianne et en charge de la partie art de vivre et également donc, critique gastronomique. Fervent défenseur des terroirs et des produits du terroir, il intervient fréquemment à des heures tardives, je le regrette bien, à la télévision, donc notamment dans C'est dans l'air. Il a créé l'émission de télé donc sur la chaîne parlementaire. Je me souviens plus du titre, Perico. Toc et politique. Ah, ils vous en virez. Voilà, votre libre esprit, vos partis pris vous valent des fois. J'ai connu ça dans ma carrière aussi, avec quelques surprises. Voilà, donc sa voix est largement entendue. Je pense que demain, après avoir entendu Perico Légas et surtout après avoir échangé avec lui, vous aurez à cœur d'aller voir sur Internet, notamment sa bibliographie, bien sûr, et également donc un film qui a eu à son époque un grand retentissement, Ces fromages qu'on assassine. Voilà, d'ailleurs, on parlera de fromage également, je pense. Perico, à toi là. C'est toujours émouvant de s'exprimer devant des chefs d'entreprise qui sont le pilier de notre économie, en particulier des PME, qui est le vrai poumon et le vrai fer de lance de l'économie française. Ce ne sont pas les multinationales aujourd'hui qui nous enrichissent, mais justement ces entreprises que l'on peut qualifier à échelle humaine, qui sont les garantes du dynamisme économique qui fait que la France continue à être un pays prospère et un pays riche et actif malgré une crise internationale réelle et une crise aussi spécifique à la France par rapport à la façon dont les pouvoirs publics traitent l'entreprise en France. Le secteur qui m'intéresse, dans lequel je me démène ou je me débat, qui est la préservation de ce patrimoine alimentaire, agricole, artisanal, qui est constitutif de notre identité, on peut parler d'identité nationale. Ce secteur, évidemment, est lié de très près aux entreprises françaises, aux entreprises artisanales. Bien malmenées. C'est curieux d'ailleurs que ce pays, c'est un réflexe très français souvent, que de taper ou de défavoriser ce qui nous fait du bien. Je prends l'exemple de la viticulture. Le vin de France, les appellations d'origine ont été, jusqu'à il y a quelques années, la première source de devises dans le commerce extérieur. C'est ce qui rapportait le plus d'argent à la France. Depuis, il y a des produits technologiques comme l'Airbus qui ont, pour des raisons évidentes, ont dépassé ce stade, mais les appellations d'origine étaient la première entrée de devises, premier poste au commerce extérieur. Et c'est curieux de voir, dans d'autres pays, quand on a une source de richesse de ce genre, eh bien, les politiques gouvernementales tendent à favoriser l'essor de cette activité économique. En France, on a des dispositions de contraintes, de punitions, de sanctions. Il ne faut pas boire, avec des lobbies qui vous expliquent que le vin c'est de l'alcool, que c'est dangereux, interdiction de faire la publicité. On connaît tous les lois Sapin, les lois Évin sur la santé, et on se dit c'est curieux d'habiter dans un pays où on n'aide pas les secteurs économiques qui sont plus porteurs de création d'emplois et de réputation du pays. On pourrait multiplier à l'infini ces handicaps, ces entraves posées à des entreprises qui non seulement créent des richesses et des emplois, mais préservent un patrimoine essentiel, qui est notre patrimoine
gustatif et alimentaire. Le département de l'Ardèche est bien représentatif de cette réalité, avec une diversité agricole par sa diversité climatologique et géographique. L'Ardèche du beurre, dans le nord, qui est plus tournée vers la culture alimentaire lyonnaise, et puis l'Ardèche du sud à l'huile d'olive, plus influencée par la vallée du Rhône, la Provence et la Méditerranée. Et puis une multitude de paysages, de terroirs qui ont généré chacun des activités agricoles alimentaires bien spécifiques, qui fait que l'Ardèche, quand on en parle comme ça, l'Ardèche, la Lozère font partie des départements français que les gens du nord ou de loin voient comme des terres enclavées, désertiques, où il ne se passe rien. Et quand on y est, au contraire, il se passe beaucoup de choses et on a l'occasion et le bonheur de rencontrer des gens, des femmes, des hommes qui se démènent pour préserver ce patrimoine. Et l'Ardèche, elle est riche en diversité alimentaire, avec des produits, des niches comme le marron, des fromages, des salaisons, des charcuteries, un peu de vin aussi sur les bords du Rhône. On oublie trop souvent qu'il y a des appellations prestigieuses qui sont situées sur le département de l'Ardèche. Et tout ça crée un patrimoine et une communauté d'action qui rend ce département très intéressant. Alors c'est vrai que je suis plus souvent appelé à intervenir devant les chambres de métiers, qui m'expliquent que les CCI n'y connaissent rien au métier, et les chambres de commerce m'expliquent que les chambres de métiers ne connaissent rien au commerce. Je crois qu'aujourd'hui, et je pense que c'est le cas dans ce département, il y a sans parler de synergie, il y a une solidarité, en tout cas on travaille ensemble, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui la notion de métier, d'artisanat, de commerce et d'industrie doivent, au moins dans le cadre de l'échelle de la PME, travailler ensemble, se tenir les coudes face aux épreuves et aux attaques que subit l'économie française. On est en guerre. C'est une guerre sournoise, c'est une guerre pacifique, c'est une guerre sans obus et sans bombardement, mais on est en guerre. On est attaqué de toutes parts, avec la complicité des institutions dont on s'est doté. Moi qui suis un Européen fervent et convaincu, je suis obligé de concéder quelquefois à des détracteurs de l'Europe qu'il y a quelques loupés et que ce que nous avait prédit au moment du traité de Maastricht, le traité constitutionnel qui n'est pas passé, on s'en réjouit aujourd'hui parce qu'on voit ce que ça donnerait, eh bien, toutes ces mesures politiques, ces grandes avancées historiques dont nous avons dit qu'elles seraient des garanties, qu'elles seraient des remparts, que cette monnaie unique, c'était la fin du chômage, c'était la richesse pour tous. Bon. On se rend compte que quand elles sont en place, elles ne fonctionnent pas forcément de la façon dont on l'espérait et qu'il convient aujourd'hui évidemment de rectifier, de réformer. Il ne s'agit pas de casser l'Europe et ces discours-là sont irresponsables et de se passer de l'euro, mais il faut redistribuer les cartes et faire en sorte en tout cas que nous y trouvions notre compte. Et y trouver notre compte pour la France, c'est que les PME, aujourd'hui c'est les ITE ou ETI, entreprises à statut intermédiaire. On ne sait pas, c'est curieux d'ailleurs cette difficulté que l'on a à désigner tout simplement l'entreprise française qui se bat, qui travaille, qui œuvre, les patrons qui se battent pour préserver des emplois tout en conquérant des parts de marché. Je ne vais pas vous faire un dessin avec des contraintes administratives et fiscales qui sont absolument épouvantables. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont découvert à travers le statut d'entrepreneur et même des gens qui ont fondé leur boîte, puisque c'est les contraintes que peut avoir aujourd'hui un chef d'entreprise français, même à petite échelle. Et des gens conviennent qu'on entendait les patrons se plaindre, on dit mais enfin quand même, ils vont... Et quand on est confronté à la réalité, c'est vrai qu'un petit patron français, il traverse quelquefois des situations cauchemardesques, ubuesques, pour ne pas dire aberrantes, et qu'il n'a pas le choix, il est obligé de continuer à aller de l'avant et à se battre pour pouvoir préserver et son outil de travail et les emplois auxquels il donne de quoi vivre. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est l'alimentation, l'agroalimentaire, agriculture et alimentation. Est-ce qu'il y a dans cette salle des représentants de la grande distribution ? N'ayez pas peur, vous pouvez lever le doigt, on ne va rien vous faire. Bon, il y a un monsieur. Vous êtes courageux, monsieur. C'est bien de se dénoncer à la police d'emblée, comme ça. Non, parce qu'il se peut qu'à un moment donné, je vous malmène. Et quand je malmène la grande distribution, c'est le système. Je sais ce qu'est un patron de grande surface. Je sais à quelle heure vous vous levez. Je sais le courage dont vous faites preuve souvent, même si le système économique auquel vous appartenez n'est pas forcément dans le sens
mais je sais que vous êtes des chefs d'entreprise courageux et mérites et que c'est dur aussi. Voilà. Alors, c'est d'autant plus rageant, c'est que voilà, on vous fait des reproches alors que vous vous donnez du mal, et que malgré tout, voilà, cette grande distribution fait partie de ce que je désigne la trilogie infernale, l'industrie agroalimentaire, comme son nom l'indique, industrie agroalimentaire, elle a industrialisé la source d'alimentation, c'est-à-dire nos campagnes. On connaît tous le schéma, après la guerre, il a fallu nourrir, pour pas trop cher, tout le monde. Le séisme sociologique et culturel de la guerre a dit c'est fini, les disettes, les famines, les récessions, cette grande tragédie fait qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe occidentale, tout le monde doit manger à sa faim et pouvoir accéder à une alimentation saine et variée à moindre prix. On s'est inspiré du système américain, et le plan Marshall y a aidé. D'ailleurs, on avait vu que les États-Unis avaient su transformer leur agriculture en une immense usine productiviste. Et les syndicalistes de l'époque, on se dit pourquoi est-ce qu'on ne s'inspirait pas de ce système très efficace et très rentable. Et on a décidé de transformer ce grand pays agricole qu'était la France, avec sa richesse, sa diversité, son patrimoine, sa culture et sa sociologie. En 1950, 43% de la population française est dans une activité rurale ou vit en zone rurale. Aujourd'hui, elle représente 2,7%. C'est pour ça que quand je veux taquiner les patrons de la FNSEA, je dis vous avez été plus efficaces que la CGT. Eux, ils ont réduit la classe ouvrière. Et vous avez trouvé la classe paysanne à 45%, vous l'avez mis à 2,7%. Chapeau. Comme éradicateur, comme génocide sociologique, c'est quand même pas mal. Évidemment, ça les met en colère. Et effectivement, on a dit, on va remplacer la culture humaine, les bras, par de la chimie et de la technique. L'équation était simple. Quand on produisait 100 en poids ou en volume sur une surface de 1000 arbres ou hectares, eh bien, le but de l'équation, c'était, on va faire le contraire. On va produire 1000 sur une surface de 100, et s'il fallait 50 en unité de temps pour le produire, 50 heures, 50 jours, 50 mois, eh bien, ça sera 25. Ça ne s'obtient pas sans coût, ce genre de métamorphose et de révolution, chimie, technique, technologie, et on a industrialisé nos campagnes. À tel point que le mot paysan a été proscrit, pas prescrit. Le mot paysan a disparu, c'était devenu un terme péjoratif, et le terme courant qu'on avait, c'est d'ailleurs, la langue française est toujours très... On avait le mot ouvrier agricole. Donc on a pris le concept de quelqu'un qui travaille dans une usine, eh bien tu es ouvrier dans une usine, eh bien tu vas devenir ouvrier agricole. Et puis c'était des exploitations agricoles, donc on a utilisé des termes de l'industrie pour désidentifier l'agriculture française. Cette trilogie infernale, premier acte, donc l'industrie agroalimentaire industrialise nos campagnes, puisqu'elle veut beaucoup de produits, rapidement produits pour pas trop cher. Et qui doit-elle fournir? Elle doit fournir le marché, mais on est à grande échelle, et on garde ce même concept. Vite, beaucoup et pas cher. Vite, beaucoup et pas cher. Eh bien, le répondant de ce système d'industrialisation des campagnes, c'est la grande distribution, qui elle aussi naît pour d'excellentes raisons. Quand Édouard Leclerc, dans les années 50, dans son épicerie de Landerneau, s'est dit « mais pourquoi il y a des catégories sociales qui n'auraient pas le droit d'accéder à certains produits ?» C'est une démarche, je dis toujours, l'agroalimentaire, c'est le fondement du socialisme. On va faire en sorte qu'il y ait un magasin collectif, peut-être un petit peu précaire, un peu vétuste, mais l'économie de standing fera qu'on pourra avoir un nombre de plus en plus important de produits jusque-là inaccessibles, en rareté et en tarif, qui vont être offerts au marché à des gens qui ne pouvaient pas se l'offrir. Tout le monde a applaudi. On se souvient à l'époque des heures que ça commençait, des inquiétudes. Tout le monde se souvient du SIDUNATI, de M. Gérard Nicou. Et je crois qu'un des présidents de cette chambre de M. Fargier fut un des militants les plus actifs pour la défense du commerce de proximité et du petit commerce à l'encontre des dégâts supposés de la grande distribution et des grandes surfaces. Et le maire de Tours, Jean Royer, qui fut ministre du Commerce également,
tiré un sonnet d'alarme dans les années 70 en disant « on va à la catastrophe ». Moi, je me souviens, j'étais adolescent et les commentaires que j'écoutais autour de moi dans la société, c'était « ils sont extrémistes, ils disent n'importe quoi, ils sont contre le progrès, ils sont pour maintenir un système archaïque, et ils ont tort, la grande distribution c'est formidable, et c'est le progrès, c'est l'ouverture, c'est l'évolution sociale ». On voit aujourd'hui que ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut vivre les choses. La grande distribution est entrée dans un système d'autofonctionnement qui la pousse de plus en plus vers ses travers, c'est-à-dire obtenir de plus en plus de produits de moins en moins chers, et de contraindre quelquefois le producteur à produire ou à vendre presque à perte pour se maintenir dans ce qu'on appelle le comité de référencement, qui est un instant terrible de la vie d'un fournisseur de la grande distribution. Vous êtes reçu dans une grande salle, une sorte de tribunal, souvent c'est en demi-cercle, avec 12 messieurs qui sont là, et vous arrivez, vous avez attendu dans une antichambre avec vos concurrents, et on vous dit vous avez 2 minutes ou 3 minutes pour nous exposer votre produit et nous dire combien vous le vendez, que ce soit des bonbons, des yaourts, des fromages. Et donc on est là, on explique qu'on a des yaourts à vendre, et chaque yaourt est à 60 centimes d'euros, je dis n'importe quoi, on vous dit ah non, c'est 55 centimes. Mais 55 centimes, il me coûte 60. Voilà, ben vous prenez tout, vous prenez rien, et si vous prenez rien, la personne qui est derrière vous, donc on accepte évidemment de prendre le marché pour ne pas le perdre, puisque les conséquences économiques seraient terribles. Et quand on revient dans son unité de production, dans son entreprise, eh ben on dit à ses chefs d'atelier, il faut se débrouiller pour faire un yaourt à 45 ou 50 centimes de prix de revient. C'est-à-dire qu'on abaisse la qualité, obligatoirement pour pouvoir garder le marché et pouvoir rester compétitif. Voilà, ça c'est un des phénomènes, ce n'est pas toujours comme ça, mais c'est un des phénomènes qui a évidemment poussé la grande distribution à amoindrir la qualité des produits, puisque parallèlement à cela, les sociologues vous disent, après mai 68, je vais aller quelquefois du coq à l'âne, mais il faut comprendre, la libération de la femme, une des choses les plus avilissantes dans le foyer français, c'est la femme qui fait la cuisine. Donc, femmes, émancipez-vous, ne restez pas derrière vos fourneaux, vous avez beaucoup mieux à faire, vous devez travailler, vous devez vous cultiver, vous devez vous émanciper. La cuisine est aliénante sociologiquement, et donc on va faire en sorte que vous n'ayez plus à faire la cuisine. Donc cet agroalimentaire, avec le relais de la grande distribution, a dit on va vous faire des plats cuisinés que vous n'aurez plus qu'à ouvrir, des cartons, des barquettes, des films. Au début c'était de mettre dans un four, dans un grill, maintenant c'est le micro-ondes. Et aujourd'hui, vous avez une immense, même s'il y a un retour, on va en parler, il y a un retour justement parce qu'il y a une réaction, une inquiétude, une immense majorité des Français, et quelles que soient les régions et quels que soient les milieux sociaux, se nourrissent d'aliments quasiment, j'exagère en disant prédigérés, mais enfin en tout cas ils sont pré-cuisinés et ils sont, voilà. C'est-à-dire qu'on a un très bel emballage, un très bon conditionnement, souvent des grands chefs de cuisine mettent leurs photos sur le paquet pour faire croire que c'est très bon, ils touchent de l'argent en échange, et puis c'est étalé dans des grands rayons, alors au sous-vide, au frais, au moins frais, au gelé, voilà. On achète ça, on ouvre la boîte, on met ça dans un micro-ondes, ou enfin un objet électrique ou calorifuge, on met ça au milieu de la table, on absorbe, et puis on repart vite devant la destination des êtres humains, devant la télévision. Voilà. Le repas, c'est une perte de temps pour le système économique actuel, donc le plus vite possible et le moins cher possible. On se rend compte que le monde ne peut pas tourner rond comme ça. Déjà, les conditions de production de ces aliments, qui ont industrialisé nos campagnes, déshumanisé nos campagnes, et qui font de nous finalement des absorbeurs d'aliments tout près. L'agroalimentaire, aujourd'hui, elle a un sursaut, on redonne évidemment, on a des campagnes d'authenticité, de terroir, produits artisanaux. Bon, il y a une prise de conscience parce qu'il y a une inquiétude, mais on est arrivé aujourd'hui au point que entre 85 et 90% des Français se nourrissent machinalement, j'allais dire un peu comme des moutons de Panurge, avec de la nourriture industrielle. Et qui plus est, cette nourriture industrielle, elle est dans un packaging où on essaie de casser le repas familial, c'est-à-dire qu'on a du conditionnement individuel. Il y a 6 ou 7 membres dans la famille, chacun peut aujourd'hui, par le conditionnement qui est proposé, grignoter soit devant sa télé, devant son écran d'ordinateur, devant son journal, devant son travail. Et vous avez des familles aujourd'hui
où on ne mange plus à table, même si tout le monde est dans la maison. En 1970, un foyer français consacrait en moyenne 21,7% de son budget à l'alimentation, un peu moins du quart. Aujourd'hui, c'est 8,9%. Et j'ai encore des statistiques qui sont tombées, on est à 7,5%. C'est une moyenne, vous avez encore des gens qui consacrent un petit quart, une petite minorité à leur alimentation, mais vous avez des secteurs sociaux, on est à 5,3% du budget mensuel de la famille consacré à l'alimentation. Évidemment, on peut trouver des choses de moins en moins chères. Il y a la grande distribution, il y a le hard discount, défendu par mon maître Jean-Pierre Coff. Ça a été encore un accident, ça a été difficile à comprendre. Mais bon, je comprends sa démarche, on va en parler. Bien sûr qu'il faut aider la grande distribution et le hard discount, puisque c'est la source essentielle d'alimentation de nos concitoyens. Il faut les inciter, les aider, les accompagner dans une amélioration de la qualité de la prestation. Enfin, aujourd'hui, on en est là. On en est là, et la France particulièrement, curieux que le pays de la gastronomie, du bien manger, avec ce patrimoine agricole et alimentaire si prestigieux, soit le pays où la grande distribution c'est le plus et le mieux installé de tous les pays d'Europe, avec les conséquences sociologiques que l'on sait. J'étais en Italie, j'étais en Espagne. Il y a dans les très grosses agglomérations, on a l'équivalent de Auchan, de Leclerc, de Carrefour, Milan, Turin, Madrid, Barcelone et quelques autres villes. Les gens vont acheter des produits, j'allais dire, de première consommation domestique. Voilà. Mais dans ces pays-là, surtout en Italie, l'alimentation quotidienne relève encore, y compris dans des milieux très simples, du commerce de proximité acheté en frais, avec un budget familial très important consacré à l'alimentation. Un smicard italien, ils en ont aussi comme nous, une famille, un couple avec 3 enfants, les parents et la maman n'imaginera pas un seul instant aller faire les courses de la semaine dans une grande surface en remplissant un chariot. C'est inimaginable. Elle continuera pour son mari et ses enfants à aller dans son village, parce qu'on voit ici en France avec ferme, quand on traverse le pays et que l'on voit sur les façades de villages superbes, qui ressemblent quasiment à des villages de western, vous savez, avec le volet qui se balade et puis la boule de ronces qui tourne, avec on devine, fermé, vendu, à louer. Alors si on a des toiletteurs de chiens, des marchands de prothèses pour les vieux et des banques et des assureurs. Voilà, on a un Groupama, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et évidemment la vie du village qui est éteinte, suit d'ailleurs quelque part ensuite l'école, enfin toute la vie sociale. Et par contre, pas loin, on a une grande surface qui s'est installée, quelquefois une deuxième parce qu'il faut dynamiser le nombre de... Je fais à peu près 100 000 km par an en France, le nombre de centres-villes qui sont morts, sociologiquement, économiquement, mais vous avez 2 enseignes, une à la sortie ouest, une à la sortie est. Voilà. Et en plus, on dit qu'il faut faire une galerie marchande. C'est-à-dire que le système politique continue lui-même à entretenir cette déconstruction du pays, cette déstructuration. Un grand homme de gauche qui s'appelle Jacques Attali, qui a été conseiller de François Mitterrand, nous a fait un rapport il y a 5 ans, l'avant-dernière année du mandat de président Sarkozy, qui était une des préconisations du rapport Attali, c'était autoriser la grande distribution, qui est limitée dans son extension, parce qu'il y a quand même des lois qui font en sorte qu'on ne puisse pas aller trop vite, trop loin, il faut les autoriser à s'installer dans les cœurs de ville, parce que ces enseignes-là redynamiseront les cœurs de ville si elles s'installent au milieu de la bourgade ou du village. Partout là où ça s'est fait, eh ben, le dernier charcutier, le dernier boucher, le dernier épicier a mis la clé sous la porte, et c'est terminé. Voilà à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés. Alors, dans une situation mondialisée où on se dit il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de levier d'action, on est enfermé dans un système qui nous phagocyte, qui nous conditionne. Ajoutez à cela un poids terrifiant, impact sociologique et culturel de la télévision, parce que dans ma trilogie, je vous ai cité le premier, l'agroalimentaire qui industrialise nos campagnes, la grande distribution qui met les produits de l'agroalimentaire dans le chariot à disposition du consommateur citoyen, et vous avez, j'allais dire, le Saint-Esprit de cette trilogie, qui est la publicité télévisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre dans le cerveau des gens, je reprends toujours cette phrase emblématique, et qui est la définition de ce que nous vivons aujourd'hui, celle de M. Patrick Lelay, qui était le premier président de TF1,
Et quand on lui demande en 1988 c'est quoi votre métier, en quoi ça consiste, à mettre du temps de cerveau à disposition de Coca-Cola. Ça veut dire j'ai une chaîne de télévision, je sélectionne des programmes que je diffuse, des séries américaines, des jeux télévisés, des reality shows, et le but de ces émissions, c'est d'amollir le cerveau de mes téléspectateurs, c'est-à-dire un petit peu de les abêtir, de façon, lorsque le spot de télé arrive avec la marque, ça leur rentre dans le cerveau comme dans du beurre. Voilà. C'était ça son métier. Quand ils avaient fait acte de candidature pour obtenir cette chaîne, première chaîne TF1 privatisée, il y avait, vous savez, le médisant culturel, l'émancipation, voilà. Et bien finalement, on dit non, nous sommes des marchands, nous sommes des banquiers qui nous emparons d'un grand média, et notre but est de générer des profits à nos clients annonceurs, le plus de profits. Et donc nous devons attirer le plus de téléspectateurs pour remplir le plus possible les étalages de la grande distribution pour que mes téléspectateurs, clients potentiels, achètent le plus possible les marques que j'aurai mis à la télévision. Et plus ils vendront de marques, plus ils feront de publicité, plus j'aurai d'audience, plus je leur apporterai d'argent. Voilà le système dans lequel on vit, et voilà ce qui conditionne aujourd'hui l'alimentation moyenne des Français. À tel point que vous avez certains produits, quand vous rentrez dans la grande surface, sur les rayons, au cas où le téléspectateur n'aurait pas bien vu, le téléspectateur client, auquel cas il n'aurait pas bien vu la marque, il ne reconnaîtrait pas, il y a vous le petit stick vu à la télé. Comme ça, on est sûr, on ne peut pas le rater, il n'y a même pas besoin de regarder la marque, on met la main sur le produit. Et nous avons aujourd'hui, et je regarde souvent ces grandes enseignes, c'est souvent Intermarché. Super U, je le mets un peu à part parce que Serge Papin est quelqu'un qui a pris conscience du problème et qui essaie de moraliser un petit peu son réseau de grande distribution, mais les centres Leclerc. Et je vois souvent, moi j'habite en partie dans le Val-de-Loire, en plus de la région parisienne, mais je vais dans le sud-ouest, en Bretagne, dans le nord, et je vois souvent des grandes surfaces qui sont en zone périurbaine, semi-rurale. Je vois bien la sociologie des gens, je vois souvent que c'est des agriculteurs encore, ou des gens. Et quand je regarde le contenu de ces chariots, c'est là où il y a les pires saloperies. C'est-à-dire le produit le plus industriel, le plus infâme, le plus chargé de colorants, de pesticides, de conservateurs. Et c'est tragique parce que je me dis, cette population, c'est elle qui devrait m'apprendre à manger. C'est moi qui, urbain, dans cette société globalisée où tout doit aller le plus vite possible, le plus efficacement, c'est moi qui devais être dans l'erreur. Et c'est eux qui devraient me dire, mais mon pauvre ami, qu'est-ce que vous avez dans votre chariot? J'étais l'autre jour dans le Nord, à Cambrai, chez des amis. Et l'épouse de cette amie, plutôt une amie d'amis, qui dînait avec nous, elle se plaignait, elle disait, mon beau-père, le père de mon mari, dans le Nord, il y a une grande culture du petit potager familial, ce qu'on appelle l'ortillonnage. Et le grand-père, qui a 75 ans, cultive un potager de 2 ou 3 arts quand même, et il donne toute sa vie, parce qu'il y a 4 petits-enfants, et son bonheur, c'est 3 fois par semaine d'amener un panier avec les légumes frais du jardin pour ses petits-enfants. Elle me disait, le pauvre, je ne veux pas le vexer, mais je prends le panier, ou je le donne, ou je le fous à la poubelle. Moi, je n'ai pas le temps de cuisiner, j'achète des pauvres léninas, et j'achète des cuisines. Et je me disais, mais on est dans un monde de fous. On a ce grand-père qui se donne du mal pour cultiver un potager, pour que ses petits-enfants aient des produits sains, sans même que ce soit bio. C'était des légumes du jardin, de la saison, en pleine terre. Et son fils et sa belle-fille lui prennent le panier parce qu'il ne faut pas le vexer, et on se débarrasse ça, on le donne ou on le jette. Mais on est dans la barbarie totale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a, à petite échelle, des phénomènes inverses. De plus en plus de commerçants dans les marchés vous disent, oui, on revoit venir une population, surtout chez les jeunes. Ils préfèrent se serrer un peu la ceinture du lundi au vendredi où on mangeait des pâtes ou des produits pas chers, et le samedi et le dimanche, eh bien, ils viennent acheter un vrai morceau de viande, un poisson, des légumes, et ils réapprennent à faire la cuisine. C'est fondamental de faire la cuisine. Le repas familial, c'est l'instant social où la famille se réunit autour d'une table. Pendant des siècles, c'était maman qui allait faire des courses, qui allait aux commissions, qui préparait le repas, on s'asseyait, et on avait cet instant d'échange. Encore mieux quand il y avait 3 générations à la maison. Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore des grands-parents. Et on mangeait ensemble, les enfants écoutaient. Ils écoutaient les adultes parler entre eux. Quand on grandissait, on commençait un peu à s'exprimer. On échangeait
Qu'est-ce qu'on a fait à l'école? Qu'est-ce qu'on a fait au travail? Il y avait un échange de générations, les témoignages, les expériences. On communiquait, on se transmettait des savoirs, on se transmettait des valeurs. On avait fait quelque chose, on se faisait éventuellement réprimander. Tu n'aurais pas dû ou tu n'aurais pas dû faire ça. Aujourd'hui, je vous ai dit, ce système de consommation fait qu'on reste le moins de temps possible à table, si tant est qu'il y a un repas familial, puisque l'agroalimentaire fait en sorte que ce soit vite digéré, vite absorbé, vite digéré, pour qu'on puisse repartir à notre fonction fondamentale qui est de regarder la télévision, quand ce n'est pas le packaging individuel. Je pense que si notre société va mal, dans le comportement social, dans les troubles qu'il peut y avoir dans certaines banlieues, dans l'attitude de certains adolescents, Jean-Pierre Chevènement parlait de sauvageons, mais même dans les incivilités, dans le manque de respect, et nous sommes tous confrontés tous les jours aujourd'hui à des attitudes très individualistes, très égoïstes, peu respectueuses, à laquelle on se fait ou on ne se fait pas, je prétends, je ne suis pas le seul à le dire, je prétends que ça provient également de la déstructuration ou de la disparition du repas familial. Une grosse erreur de nos gouvernants, Dieu sait quand on y va, on n'est pas content d'aller à l'armée, mais la suppression du service national a été une véritable catastrophe sociologique. Ça permettait de prendre une température de la sociologie d'une certaine génération, et ça apprenait à des enfants qui avaient du mal à s'intégrer ou du mal à s'adapter, à des jeunes, des enfants, des jeunes, ça leur apprenait à vivre en communauté, à comprendre qu'il y avait des règles, des obligations et des contraintes. Et la suppression de ce service national fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est que de vivre ensemble, que le respect d'une autorité, que le respect des lois, que le respect des normes. La disparition du repas, également, fait qu'il n'y a plus cette transmission de savoir et de valeurs familiales qui fait qu'il y avait encore un respect de certaines choses, des anciens, du père, d'une autorité, d'un pouvoir, d'une réalité. Et le respect du contenu de l'assiette. Quand une maman raconte qu'elle est allée à tel endroit, je me souviens, on est tous passés par là, maman se plaignait souvent que le boucher, ce jour-là, avait donné une viande moins tendre, plus filandreuse, que le poissonnier en gardait. C'était une source de conversation. C'était une leçon de choses, d'histoire naturelle, le goût des aliments, la provenance des aliments, la saison, le prix. Bon, toute cette conversation a disparu. Et donc aujourd'hui, l'alimentation, elle est réduite pour une immense majorité de nos concitoyens à un plein d'essence dans une voiture. Je vais faire le plein, j'ai besoin de 2000 calories, 2500, 1800, voilà. Et tous les films de science-fiction qui nous montrent ça, effectivement, on peut croire un jour qu'on aura soit un électrode, soit une seringue, soit une pastille. Pourquoi s'embêter, puisque finalement le goût, les produits agroalimentaires, le goût est artificiel. Ce sont des essences, ce sont des arômes artificiels. L'industrie agroalimentaire a fait des merveilles absolument incommensurables dans l'artificialisation des saveurs. Là, j'arrive de Zurich. Il y a une société qui a mis au point 5000 arômes de fraises artificielles. Voilà. Et elle peut aujourd'hui fournir, et il y a des sociétés françaises, pour chaque aliment naturel existant sur la planète, vous avez son équivalent en artificiel, avec des huiles essentielles, des arômes artificiels. Donc l'agroalimentaire, elle peut aujourd'hui nourrir la totalité du monde industrialisé avec des produits faux, qui ne sont pas de la saison, qui ne sont pas de l'origine, qui ne sont pas de la terre, et avec des arômes artificiels qui donnent l'illusion du goût. Voilà à quoi aujourd'hui nous sommes confrontés dans un pays comme la France, où l'acte alimentaire, le repas, le patrimoine gastronomique, notre paysannerie, eh bien aujourd'hui tout ça est en train de disparaître, en train de crever, au nom de quoi? D'un profit facile et immédiat, de faire de nous des espèces de moutons de panurge. J'imagine le jour, le Premier ministre est en train de nous étudier, comme dans certains pays, le prélèvement fiscal à la source. On va vous prendre l'impôt sur la fiche de paie, vous n'aurez pas à vous embêter avec le tiers. À ce rythme-là, je prévois un jour que nous aurons un prélèvement pour notre alimentation. C'est-à-dire que les grandes surfaces, ça sera un accord certainement institutionnel entre les pouvoirs publics, certains syndicats, votre budget alimentaire vous est prélevé directement sur votre fiche de paie, et puisqu'il y a le drive-in, vous savez, aujourd'hui on va en voiture chercher la commande qu'on a fait sur Internet, mais ils nous la livreront. Et puis la commande sur Internet, ça prend du temps. Ils vont nous dire, on a fait votre menu de la semaine, il est très varié, livraison le samedi midi, et vos courses de la semaine, ça sera prélevé directement sur votre bulletin de salaire. Idem pour la voiture.
Vous changez de marque, là c'était Peugeot, Renault, ça sera prélevé par des échéances, tous les... Voilà. Et je pense qu'un jour, nous ne toucherons plus à notre argent. Le système bancaire, le système industriel, la grande distribution fera qu'on nous dira « Restez devant la télé, on s'occupe de tout ». Voilà. Comment vous habiller, où est-ce que vous allez aller en vacances, dans quoi vous allez rouler et comment vous allez manger. Il y a des systèmes qui sont mis au point, des logiciels, voilà. Éventuellement, vous pouvez remodifier, mais on s'occupe de tout. Vous n'avez pas à aller dépenser d'argent, même pas la carte de crédit. Voilà vers quoi j'ai peur que l'on se destine dans une logique de toujours au nom de plus pratique, plus efficace, voilà, plus de loisirs. Et puis bon, je ne sais pas comment l'humanité finira, mais on sait qu'à ce rythme-là, on ne peut pas tenir. Quand nous serons 10 milliards d'êtres humains sur la Terre, on ne pourra pas continuer à se nourrir de la façon dont on se nourrit aujourd'hui. Consommer dans de telles quantités des viandes qui proviennent d'élevage industriel, la France est encore épargnée, on a encore une politique d'élevage et de produits laitiers, encore que ça met nos céréaliers en colère. Quand ils ont 70 milliards de subsides et qu'on leur dit « vous allez en garder 63 parce qu'il faudrait en donner 7 milliards aux éleveurs laitiers et bouchers qui sont en train de crever », ah ben non, on prend les tracteurs et on manifeste dans Paris. Enfin, on prend les tracteurs. On prend la Mercedes jusqu'au port de Paris, l'employé amène le tracteur, on monte dans le tracteur, on fait le tour de l'étoile, et on remonte dans la Mercedes en sortant, et l'autre rentre avec le tracteur. C'est ce que j'avais vu en 2009. Là ça ne s'est pas passé comme ça, mais bon. Voilà, on en est. 60% des agriculteurs français les plus riches touchent 80% des subsides européens. C'était 80, on est réduit à 60. 80%, c'est pour l'Union européenne. La moyenne, 20% des agriculteurs les plus riches de l'Union européenne, des 27 États, touchent 80% des subsides. En France, c'est 60%. Et on laisse crever nos agriculteurs, nos paysans, qui ne sont pas des grands céréaliers pollueurs dans la Beauce ou dans la Brie. J'allais dire, cet agriculteur américanisé, on laisse crever nos producteurs, nos éleveurs, ceux qui nous donnent à manger des produits justes, des produits sains, qui essayent, des produits de saison, et surtout des gens qui préservent les paysages, qui préservent les chemins, qui préservent les fossés. Le remembrement des années 60 mené par le ministre Edgar Pisani, c'était une révolution moderne. Et Edgar Pisani, il y a encore 3 ans, disait « ce fut », il dit « aujourd'hui, je sais que c'est une erreur ». Ce remembrement qui visait à réharmoniser, à redistribuer les surfaces, on ne s'est pas rendu compte que l'on modifiait totalement un écosystème, une écologie, les écoulements des eaux, les préservations, et aujourd'hui on a des campagnes qui sont absolument incultes à cause d'un remembrement qui a été mené de façon trop brutale. Et surtout qu'on a remembré aussi la sociologie, on a remembré les familles, les exploitations. Le problème est simple. En créant l'Europe, les Allemands, qui ont toujours été les leaders économiques, ont dit, nous, on va potentialiser notre force économique. Notre force économique, c'est l'industrie de pointe, la technologie de pointe, avec les marques connues. Mercedes, Miele, Grundig. Cette économie-là, avec leurs compétences, leurs capacités, leur courage, fait que leurs produits ont atteint un tel niveau de qualité et de réputation que, quelle que soit la valeur de l'euro, le monde entier continuera à acheter des Volkswagen, des Mercedes, du Grundig, du Miele, enfin, cette technologie allemande. Nous avions ça en France à un moment donné. C'était notre agriculture. Cette agriculture de région, ces structures familiales, ces territoires, ces spécificités. Et qu'est-ce qu'a dit la PAC quand on a donné la PAC? Oui, on va subvenir aux besoins des agriculteurs français à condition qu'ils s'industrialisent. Le paradoxe, c'est que 90% de la PAC est payée par le contribuable allemand. Et donc, cette PAC, sans laquelle il est vrai qu'aujourd'hui notre situation agricole serait dramatique, mais elle n'a pas été utilisée à enrichir, à restructurer, à potentialiser ce que nous avons de meilleur, mais au contraire à déconstruire, à déstructurer, c'est-à-dire à transformer la France en grande région américaine avec des monocultures. La base du génie agricole français, c'était la diversité, c'était la polyculture. Il y avait un petit peu de céréales, un petit peu d'élevage,
quelquefois du maraîchage, on faisait de l'assolement, c'est-à-dire on tournait de façon à préserver l'environnement. En plus, on n'avait pas besoin de tant de produits chimiques, puisqu'on avait cette pratique de l'assolement qui préserve les terres. Et on crée une diversité qui faisait que quand il y avait peut-être une récession dans un des 3 secteurs, on pouvait avoir la compensation par une meilleure amélioration des ventes. Quand on avait du cochon, eh bien, ça compensait si le blé se vendait un peu moins, ou si la pomme, ou si la poire, ou voilà. On n'a dit pas du tout, les chambres d'agriculture, sur la logique de la FNSEA, on ne dit pas du tout, vous vous spécialisez. Et si vous pouvez vous regrouper entre agriculteurs, c'est encore mieux. Et on a créé ces espèces d'unités avec des situations de monopole totalement tributaires et dépendants du coût de l'acheteur, qui disaient, écoutez, vous fournissez, vous faites du blé, vous faites de la pomme, vous faites de la poire, vous faites des œufs, eh bien c'est nous qui fixons le prix. C'est nous, grande distribution, souvent par l'intermédiaire de l'agroalimentaire, c'est nous qui fixons le prix. On est dans un système économique absolument aberrant, et pour des chefs d'entreprise que vous êtes, ça doit être absolument atroce. Si c'était votre fournisseur qui vous imposait, non, votre client qui vous impose son prix. C'est-à-dire que le client vient, on dit au producteur laitier, voilà, tu vas nous produire, on va s'engager sur 600 tonnes de lait ou 600 tonnes de beurre ou 400 hectolitres. Et quand on les aura touchés, qu'on les aura vendus, on te dira combien on va te payer. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais dans quel système économique on peut tenir à ce rythme-là? Où est le libéralisme? C'est un système soviétique, c'est un système dictatorial. En France, un agriculteur ne peut pas réutiliser ses propres graines pour réensemencer sa terre. Il est obligé de passer par un catalogue officiel, qui appartient à qui? Évidemment, au lobby semencier, qui est évidemment dépendant du lobby céréalier. Voilà comment est réglementée l'activité économique dont dépend notre alimentation nationale. Ça, c'est absolument... Alors la solution, elle est où? Bien, la solution, elle est un département comme l'Ardèche peut être sensible et à la fois un terrain d'expérimentation. Revenir progressivement à des exploitations agricoles à visage et à échelle humaine. Réencourager les jeunes à se réimplanter. On sait que le foncier est cher, qu'il est rare, mais peut-être que les subsides de l'Union européenne, peut-être que les aides des pouvoirs publics peuvent encourager les jeunes générations à revenir vers les campagnes. Je me dis après tout que cette jeunesse désœuvrée qu'on trouve dans les banlieues des grandes villes, et même souvent d'origine maghrébine, les Arabes sont d'excellents paysans. En Algérie, au Maroc, ils ont le sens de la terre et de la culture. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas à cette jeunesse qui n'a pas forcément débouché dans les études, ils sont en échec scolaire, ils sont en exclusion, ils sont victimes de la fracture sociale, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas, les conseils régionaux, avec des subsides européens, voilà, on vous alloue un certain nombre de terres qui sont en friche, parce qu'il y a beaucoup de terres en friche, vous l'exploitez, si vous réussissez, vous aurez le mérite de remettre un territoire en valeur, de redéfinir un paysage, de redonner de la vie à la ruralité, et qui plus est de donner à manger à vos concitoyens dans une logique de proximité, pas de transport, qui permettra à la population locale de manger des produits de l'endroit à des conditions acceptables et saines. Et bien même si 10% seulement de ces expériences sont concluantes, c'est une révolution sociale énorme, au terme de laquelle, pour ceux qui réussissent, évidemment, ils deviendraient propriétaires de leur parcelle, selon la surface qu'ils auraient accepté de prendre. C'est un projet parmi d'autres, mais ça peut être quelque chose qui métamorphose et révolutionne totalement notre système de vie. Parce que si on continue dans cette logique, et moi, en tant que journaliste gastronomique, je vois bien ces artisanats qui disparaissent, ces cultures qui disparaissent, ces variétés agricoles qui disparaissent. Même s'il y a un retour à la terre, même s'il y a des démarches de préservation, d'environnement, le ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Foll, lance un programme d'agroécologie, faire prendre conscience, évidemment, aux acteurs de la terre, qu'on est obligé de tenir compte de la préservation de l'environnement si on veut continuer à nourrir la planète. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne pourra pas nourrir 10 milliards d'êtres humains avec le système productiviste actuel. La planète va exploser. La maison Terre, c'est une planète dans le système solaire, elle a 12 pièces, elle n'en a pas 13. On ne pourra pas pousser les murs de cette planète. On ne pourra pas nourrir 10 milliards d'êtres humains, avec en plus les déséquilibres entre Nord et Sud, de la façon dont on se tient aujourd'hui. Donc il faut revenir à une production agricole qui préserve l'environnement et qui ne produise que ce dont on a besoin. Le grand reproche que je fais à la grande distribution, aux grandes surfaces, c'est que justement parce qu'on va dans cet endroit avec un chariot et qu'on n'y va qu'une fois, c'est qu'on remplit ce chariot
pensant que ce n'est pas cher avec des produits dont on n'a pas forcément besoin. C'est une machine à consommer. La publicité télévisée, c'est une machine à consommer. À quoi assiste-t-on en permanence à la télévision? On nous crée des besoins de consommateurs, des besoins inutiles. On nous fait dépenser, il faut qu'on consomme. Pourquoi? Parce que ce système économique, il surproduit. Et pour écouler cette surproduction, il faut créer des besoins et des envies. Avec des proportions de gaspillage aujourd'hui qui sont absolument calamiteuses au niveau économique, au niveau social, au niveau environnemental. Donc est-ce qu'on peut revenir, sans parler de décroissance, c'est un mot qui est interdit, mais est-ce que quand le Titanic est en train de foncer sur son iceberg, quand le commandant dit marche arrière toute, est-ce que c'est un rétrograde, un archaïque, ou est-ce que c'est un homme de bon sens qui a voulu éviter le naufrage? Donc est-ce qu'on peut dire attention, on baisse la pression, on est en train de rouler à 120 km/h vers le mur, est-ce qu'on peut ralentir de façon à ne pas créer l'accident? Consommer différemment en respectant, et quand on est en France, on a un peu plus de chance que quand on est dans le sud de l'Australie ou dans le nord de la Norvège, on a quand même un environnement alimentaire, un patrimoine agricole absolument prestigieux et prodigieux. Donc accepter de manger les produits de l'endroit, à la saison où ils sont élevés, où ils sont cultivés, où ils sont produits, à un rythme et dans des quantités qui soient plus acceptables. Pour protéger cette planète que nous devons, vous savez, la fameuse phrase, nous ne sommes pas propriétaires de la Terre, nous l'empruntons à nos enfants. Eh bien, pour que les générations de demain puissent continuer à bénéficier du bonheur de vivre dans un département comme l'Ardèche, dans cette belle province du Vivarais, avec ce patrimoine de paysage, ce patrimoine agricole, ce patrimoine humain, ce patrimoine artisanal, il faut que chacun d'entre nous, c'est bon pour les chefs d'entreprise qui sont prescripteurs, mais c'est bon aussi, je m'adresse souvent à des gens simples, dès demain matin, changez votre système de comportement. Et bien sûr que nous avons besoin de la grande distribution pour nous aider à cette évolution. Elle-même aura peut-être besoin de se recycler, de travailler différemment, de se fournir différemment et de prescrire différemment la façon dont on doit se nourrir aujourd'hui. C'est important, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre famille, il s'agit de nos territoires, il s'agit de nos villes, de nos villages. On ne peut pas assister aujourd'hui à cette déconstruction d'un système qui repose sur 2000 ans de civilisation. La paysannerie française, nos appellations d'origine, notre patrimoine alimentaire, ce sont des trésors que le monde entier nous envie, non pas parce que nous sommes les meilleurs, il y a des cuisines et des produits d'agriculture merveilleuses ailleurs, mais nous sommes les seuls, nous sommes uniques à produire ce genre d'aliments, ce genre de salaison, ce genre de fromage, ce genre de vin. Il n'y a qu'en France que ça se produit. Et les gens qui le produisent sont des gens qui sont justement dans une logique de préservation d'une identité, de continuité d'un savoir-faire, de préservation de valeurs. Tout ça, ce sont des trésors, ce sont des petits univers, ce sont des joyaux qu'il faut préserver. Comment on peut les préserver? Mais en les consommant. Je préfère manger 2 fois un fromage fermier au lait cru dans la semaine que 5 ou 6 fois du président. Je préfère manger 2 ou 3 fois seulement un morceau de viande élevé par un éleveur, un vrai cochon, un vrai veau, que d'aller manger du gigot néo-zélandais congelé qui est arrivé en barquette. La grande distribution, elle peut aussi rentrer dans le système. Alors ça passe par quoi? Mais comme toujours, ça passe par l'école. Réintroduction dans l'éducation nationale, que l'on appelle instruction publique, ça va mal depuis qu'on appelle éducation nationale. Éducation nationale est le terme que Mussolini avait donné à son ministre de l'instruction publique. Et comme c'était moderne, en 1936, le gouvernement français a dit on va changer aussi le nom, on va passer à éducation nationale. Instruction publique, instruire le peuple. Eh bien, réintroduisons dans nos écoles aujourd'hui la connaissance de l'alimentation. Nos enfants ne savent plus manger. Je fais depuis 2 ans des circuits en France, je vais voir les lycéens. Je m'intéresse à la tranche d'âge 14, 15, 16 ans. 8 fois sur 10, quand je pose la question fatidique, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? 8 fois sur 10, on me répond, ils réfléchissent 2 secondes et disent Vivagel, Findus, Igloo, on a goûté du Nutella, on a bu un Fanta. Ils vous citent des marques. Là où nous, quand nous étions enfants, nous aurions donné le nom du produit, du veau, du cochon, du jambon, eh bien, ils vous citent des marques. Pourquoi? Parce que leur culture alimentaire, elle est celle de la publicité télévisée. Ils ne mangent que des marques. Ils ne connaissent que des marques. Et vous avez peut-être vu dans la presse le sondage fin juin, 87% des enfants entre 8 et 12 ans ne savent pas qu'il y a du lait dans le yaourt, ne font pas la différence entre un concombre et une tomate, et ne savent pas que le jambon vient d'un animal qui s'appelle le cochon. Voilà. D'ailleurs, quand on voit comment c'est... Il y a quand même beaucoup d'émissions. La télévision nous fait des
des misères, mais elle nous fait aussi de bonnes informations. Et quand on voit ces émissions anxiogènes et affolantes où on voit le minerai, vous vous rendez compte, aujourd'hui, on parle de minerai pour la viande. Alors, ça aboutit au scandale Findus qu'on a rencontré. Moi, il nous faudrait un scandale Findus tous les 2 mois, parce que là, l'opinion, elle comprend, elle réagit, et les gens se comportent différemment. J'ai rencontré les principaux responsables de la grande distribution. Eh bien, c'est pas compliqué. La firme Nestlé a arrêté la fabrication des plats cuisinés Maggi. C'est-à-dire, quand le consommateur, le citoyen consommateur, quand il est informé, au moins quand il a l'info, il réagit. Eh bien, vous aviez les piles de plats cuisinés, les lasagnes, les cannelloni, tout ça s'entassait, ne se vendait pas, et c'était la panique totale. Et aujourd'hui, ils sont en train de changer leurs moyens de production et de commercialisation de ces produits pré-cuisinés. Donc, le consommateur bien informé, il réagit. Et il réagit d'autant mieux qu'il a près de chez lui la possibilité de s'en sortir. Et quand on habite l'Ardèche, quand on habite ces départements du sud-est autour de la vallée du Rhône, avec une richesse agricole inouïe, avec une météorologie, une climatologie qui permet la diversité alimentaire, eh bien on est mieux loti que certaines autres régions. Alors, moi je vous invite, chefs d'entreprise de la Chambre de commerce, à faire passer ce message. Et il est le même pour votre combat de chef d'entreprise, de préserver vos artisanats, vos activités. Je vous disais au début, je sais combien c'est dur aujourd'hui, combien c'est difficile, non seulement de gérer une entreprise dans la concurrence internationale, des réglementations, des fiscalités, et de préserver des emplois. Bon, ben, votre mission, elle est de préserver ce patrimoine industriel et économique. Mais c'est le devoir de tous les Français de préserver ce patrimoine agricole et alimentaire pour que demain nous puissions continuer dans la joie à nous asseoir autour de la table, de déguster ces bons produits, de boire ces bons vins et de partager convivialement et confraternellement ce que nous appelons l'amour de la France, l'amour de notre pays et l'amour des bonnes choses, pour en jouir nous-mêmes et surtout le transmettre à nos enfants. Merci. Voilà. Le président Poulet m'a confié la petite animation de ce débat. Je crois qu'on se doit quand même peut-être de donner un droit de réponse à monsieur là-bas, le seul isolé de la grande distribution. Je crois que c'est la première chose. La deuxième chose, donc venez monsieur, approchez-vous bien sûr, et puis chacun a libre à chacun de s'exprimer, de poser les questions, voire de contredire ce qui vient d'être dit. Tout à fait, s'il y a une réaction ou un témoignage. De contredire ce qui est, c'est dans le débat bien sûr qu'on peut se faire une opinion. Puis dire aussi, alors là je vais prêcher un peu pour la paroisse de la CCI, puis un peu la mienne, c'est que nous nous sommes engagés à la CCI de l'Ardèche à promouvoir toutes ces productions de qualité, ces pratiques vertueuses et de haute qualité, malheureusement trop anonymes, à travers la publication donc, de Saveurs buissonnières, qui en est à son 5e numéro, et que je vous invite, vous pourrez en découvrir quelques exemplaires à l'extérieur de la salle. Merci, merci Gérard. Je ne sais pas si je dois répondre. Monsieur m'a salué en arrivant, je ne savais pas qu'il allait être la seule... Damien Hénard, président de la Jeune Chambre économique d'Annonay, oui, et directeur de magasin de la grande distribution, effectivement, dans le monde du supermarché, qui est un peu plus facile que les hypermarchés actuellement, on va dire. Non, je partage une grande partie de votre vision, et c'est vrai que la grande distribution se renouvelle. Alors, je ne vais pas parler au nom de mes patrons, ils sont plus compétents que moi sur cette partie-là, sur l'aspect politique et socio-économique de nos activités. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une vraie tendance quand même de la part des jeunes à un retour à l'alimentation plus saine. C'est vrai que je pense qu'il y a toute une tranche de la population de 35 à 45 ans qui a été certainement dans une autre génération. On a un vrai retour des gens aux fruits et légumes, puisque ça remarche très bien. On a un très beau magasin d'une belle chaîne régionale qui s'appelle Grand Frais sur Davézieux, qui est d'une très belle enseigne avec des très beaux résultats économiques et qui marche très bien. Donc il y a certainement un retour aux produits plus fait maison et à la cuisine. Après, c'est vrai qu'on est aussi poussé par une économie qui nous pousse à faire des promotions, des têtes de gondole et de la grande consommation pour alimenter le plus grand nombre, puisque le but premier est quand même que toute la population soit nourrie à sa faim. Mais vous confirmez par la structure de votre établissement, le supermarché, vous êtes plus en contact avec le client.
Je pense qu'un Effectivement. directeur de hypermarché, voilà, alors que vous connaissez votre clientèle, et je pense que vous avez une marge d'achat peut-être un petit peu plus souple que ne l'aurait un directeur qui doit forcément s'adresser à la centrale d'achat et acheter un minimum de volume. Voilà. Ben, ça va dans le bon sens, je peux que m'en réjouir et je vous félicite. Et si je peux, je viendrai vous voir pour vous encourager dans cette voie. Une autre réaction, une question, monsieur. Oui. Là. Deux messieurs. Il a levé la main avant. Merci. Vous avez surtout parlé de l'alimentation à la maison, mais la majorité des gens aujourd'hui déjeunent dans des cantines ou des restaurants. Je pense quand même que quand on fait le tour des restaurants à Lyon à midi, ils sont tous pleins. Donc la politique d'approvisionnement dans les cantines ou les collectivités, les hôpitaux, etc., échappe totalement à l'individu. Quelle est votre position là-dessus pour modifier le circuit? C'est un problème, j'allais dire, je me doutais qu'on allait me poser la question, parce que je ne voulais pas faire quelque chose de trop long et me concentrer sur la consommation familiale. La restauration collective, aujourd'hui, elle a un rôle fondamental à jouer, et dans la qualité de notre alimentation, et dans l'apprentissage du goût. J'ai participé à un film qui s'appelle « Nos enfants nous accuseront », et il est de plus en plus de municipalités ou de collectivités territoriales. Le département de la Drôme est pionnier. Celui de l'Ardèche est aussi, j'ai des statistiques qui vont dans le bon sens, où la municipalité accepte de prendre en charge, d'abord, non plus aller en restauration collective sur la chaîne du froid, mais faire la cuisine à l'école dans une cuisine intégrée. Ça, si les municipalités peuvent se doter d'un budget et d'une infrastructure et d'une logistique qui permet de refaire la cuisine sur place, qui plus est, en un deuxième temps, avec des produits locaux, et le phénomène est en train de se répandre. Ce n'est pas gigantesque, mais il est régulier et il va croissant. Donc de plus en plus de maires disent « c'est important, la cantine scolaire », et ensuite indirectement, puisque s'il y a une cuisine centrale municipale, la maison de retraite ou les pensions, et il y a aujourd'hui une prise de conscience dans l'univers de la restauration collective qui va dans ce sens. Alors, les grandes chaînes, Sodexo, Eliance, ont plus de mal à venir, encore que dans certaines régions, elles peuvent le faire. Et puis il y a ensuite la troisième phase, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette? C'est préparé sur place, ça vient de l'endroit, mais ça ne suffit pas, il faut que ça soit sain. Et il y a un essor de l'agriculture biologique, en Bretagne notamment, qui est encouragé par la restauration collective. C'est parce que la restauration collective se donne les moyens d'accéder à des produits de qualité que l'agriculture biologique peut se développer sans aucun dogmatisme et sans aucun sectarisme, à plus grande échelle, puisqu'elle a justement un débouché qui est totalement rationnel. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Encore beaucoup de chemin à faire, et vous avez encore, hélas, beaucoup de cantines scolaires, de restaurants d'entreprise et d'hôpitaux où la nourriture est absolument abjecte, infâme. Mais c'est un sujet qui est entré dans la tête des pouvoirs publics, des décideurs, et au bout d'une dizaine d'années, c'est il y a 10 ans qu'on a commencé à se soucier qu'est-ce que mangeaient nos enfants dans les cantines scolaires. Je peux dire que la France est en situation d'être le pays de pointe où cette idée va le plus vite et où l'amélioration des conditions d'alimentation dans la restauration collective est en train de s'améliorer le plus fortement. Mais c'est vrai que c'est un problème, surtout que nous sommes de plus en plus amenés à nous nourrir en restauration collective. Le restaurant de quartier devient lui aussi un restaurant collectif, et c'est le débat qui a eu lieu ces derniers temps avec ces amendements parlementaires, qu'est-ce qu'un restaurant, la fameuse polémique sur le fait maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une ville comme Lyon, vous avez de vrais restaurants avec de vrais cuisiniers qui achètent des produits frais qu'ils transforment eux-mêmes, mais vous avez des quartiers entiers dans les grandes zones urbaines françaises où tout vient d'une même machine. C'est servi par différents bistrots écrits sur l'ardoise avec un décor différent, et ça a été produit par la même machine. Le plat collectif a été cuisiné dans le même immense fourneau, et c'est passé par métro, par promo-cash. Bon, mais là encore, on a la liberté individuelle de n'y aller ou de ne pas y aller. La réglementation publique est en train de se chercher. On est quand même au 6e amendement parlementaire pour savoir qu'est-ce que le fait maison, qu'est-ce qu'un restaurateur. Un restaurant, c'est un endroit où un cuisinier de métier va acheter des produits tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine frais qu'il transforme lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit au progrès. On peut acheter des produits frais, les cuisiner, les congeler soi-même dans son restaurant
Et ce qu'on décongèlera, Michel Olivier, le cuisinier qui passe à la télé, disait quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde. Mais si on congèle un produit qui a été honnêtement cuisiné et bien préparé, ça restera un produit. Donc on n'interdit pas le progrès technique ou la facilité. Le système du sous-vide est révolutionnaire dans la restauration. Il permet à un cuisinier justement de gérer ses achats et ses commandes et de pouvoir écouler sa marchandise petit à petit. Donc il y a indéniablement un progrès. Libre ensuite au consommateur d'exiger ou au client d'exiger ou de ne pas exiger. Mais c'est vrai que s'il y a une dérive dans la restauration qui s'industrialise et qui nous donne du prêt-à-bouffer, passez-moi l'expression, c'est parce qu'il y a une déculturation, un affaiblissement de la connaissance, de la culture alimentaire des Français. Aujourd'hui, le principal problème, c'est que les Français, c'est moi qui vous le dis, ils ne savent plus manger. Ils savent manger des marques, ils savent reconnaître des goûts, ils connaissent des couleurs, ils connaissent des formes, ils connaissent en fait du gadget alimentaire. Mais la connaissance alimentaire, aujourd'hui, surtout dans la jeune génération, le sondage que je vous disais, 87% des gamins ne savent pas que le jambon est fait avec du cochon et qu'il y a du lait dans le yaourt. Là, il y a un vrai travail à faire dans l'instruction du goût et de remettre le goût à l'école. À partir du moment où le client il est informé, à partir du moment où le consommateur il est informé, je peux vous jurer qu'il devient un bon consommateur et un bon client. Il sait à qui s'adresser, il sait quel type de produit il veut, il sait à quel type d'industrie, d'artisanat s'adresser. Et quand il choisit de faire son achat alimentaire, il sait où s'adresser et il sait où aller. Je pense que c'est aussi par la demande de la base. C'est bien, nous, prescripteurs, et vous, producteurs, d'avoir un effort qualitatif, de nous imposer une éthique de productivité dans la mesure où on peut rester compétitif par rapport aux enjeux commerciaux internationaux, mais il est aussi important de responsabiliser le citoyen consommateur. Si ça fait 40 ans que la même entité politique, qui s'appelle UMP ou PS, nous mène la même politique, c'est aussi parce que des citoyens français, sachant que la promesse électorale ne va pas être tenue, on va quand même voter pour eux. Et c'est vrai que dans nos réflexes, on continue à consommer de la même façon, à rouler de la même façon, à nous habiller de la même façon, à voter de la même façon. C'est aussi à un moment donné aux citoyens individuellement à prendre son destin en main, à réagir, à faire sa petite révolution culturelle et à considérer qu'il a peut-être le droit de réfléchir avant d'agir. Oui, monsieur. Non, monsieur, oui. Vous aviez... Oui, j'ai levé la main après, oui, effectivement. Une remarque dans votre direction d'abord et une question ensuite. Je m'occupe de la restauration à travers l'association de parents d'élèves du lycée Saint-Denis. Depuis 3 ans, on a fait faire un effort vers des plats cuisinés, produits frais, faits sur place, etc. Et pratiquement 60% des élèves, 70% des élèves, maintenant mangent ces plats préparés, alors qu'avant, c'était pizza, pâtes. D'accord. Voilà. L'autre question, je voulais vous poser une question, c'est que vous proposez donc de demander à des gens d'aller se réinstaller sur des lopins de terre pour cultiver. Comment allez-vous faire pour les convaincre? Leur donner de la terre, c'est pas difficile, mais les agriculteurs, les ouvriers agricoles, c'est 3 fois plus de suicides que dans la population, 80% de célibataires. Comment on va convaincre les gens d'aller faire ce métier-là? On ne va évidemment pas les déporter dans des bus et dans des trains pour les installer de force dans des exploitations agricoles avec des barbelés pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Ça passe évidemment par une rationalisation de l'activité agricole. Près de 800, officiellement 465 suicides, ça c'est vraiment les suicides directs. Et puis il y a des suicides, en gros on est entre 800 et 900 exploitants agricoles, jeunes souvent, entre 35 et 40 ans, qui se suicident parce qu'ils sont à bout de nerfs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler, c'est la profession qui demande le plus d'investissement physique, qui n'est pas rétribuée. Vous vous rendez compte d'une activité dont on vous dirait ce que vous faites n'est pas rentable, vous vendez à perte, et ce sont des subsides d'État, de pouvoir public qui vont vous permettre de boucler le fin de mois. C'est totalement déprimant. En plus, dans des conditions d'habitation et de vie qui fait que beaucoup sont célibataires, parce que les jeunes femmes aujourd'hui n'ont pas envie, à part quelques héroïnes, de s'enfermer dans une ferme, de voir le mari partir à 5h30 ou 6h, de revenir le soir exténué, ou d'aller vendanger ou faucher ou moissonner l'été le dimanche soir, voilà, et de revenir en sentant le fumier, le purin ou autre. Je comprends effectivement dans la vie moderne. Et pourtant, on a besoin de ces gens-là pour vivre, et pourtant, on a besoin de cette sociologie-là pour préserver nos campagnes et notre environnement. Donc ça passe évidemment par des réformes agricoles qui fait qu'on désindustrialise cette agriculture. C'est quand même incroyable que
la plus belle, c'est pas la plus grande en quantité, c'est les États-Unis, mais la plus belle puissance économique agricole mondiale, c'est la France. Nous importons aujourd'hui, bon gré mal gré, 44% de nos besoins alimentaires. Mais, enfin, on est habitué à ces chiffres et puis on ne se rend pas compte parce qu'on est noyé dans un système qui fait que ça passe inaperçu. Non mais la France, elle devrait s'autosuffire à 100% et elle devrait exporter vers l'étranger 44% de sa production agricole de pointe. Ce qui, je vous disais tout à l'heure, Mercedes, Grunding, Volkswagen, Miele, ça devrait être des fruits, des volailles, des céréales. On a le vin. On sait qu'on peut. Ça a été la première source de devises. La réputation de nos vins à l'export, c'est la réputation d'un véhicule allemand de pointe ou d'un appareil de hi-fi ou d'un appareil électroménager. Nous avons la Rolls de l'alimentation. Eh bien, nous aurions pu faire ce qui se passe avec le vin. Bien sûr qu'on pourrait le faire avec la volaille. Ce qui se passe en Bresse, on peut le reproduire dans d'autres terroirs, dans d'autres territoires. On peut avoir des fruits d'excellence. On aurait quand même une production agricole de masse, indéniable, pour qu'on puisse manger tous les jours, mais nous pourrions avoir aussi une production agricole de pointe qui serait exportée dans le monde entier, surtout aujourd'hui avec les moyens de transport, mais même pour la consommation intérieure. L'agriculture française, elle devrait être une mine d'or, une mine d'or pour l'économie française. Et les paysans devraient être aujourd'hui les gens les plus heureux, les plus privilégiés, que l'on remercierait parce qu'ils enrichiraient le pays, ils préserveraient notre environnement, maintiendraient nos beaux paysages et nous donneraient à manger à des prix plus accessibles puisque ça serait à plus grande échelle, des produits sains. Je veux dire, on marche sur la tête. Là, il y a un vrai problème qui remonte à une 50aine d'années. Et Jacques Chirac, quand il disait c'est le président des paysans, non, il a cru bien faire parce que tout ça a été fait de bonne foi. Hein. Même la FNSEA, quand elle a dit il faut industrialiser les campagnes, c'était de bonne foi. À un moment donné, quand on se rend compte qu'on va dans le mur, il faut faire marche arrière. Or, aujourd'hui, une population paysanne réduite à 2,7%, je crois qu'on est à 2,4% de la population, et on importe l'essentiel de nos besoins alimentaires, le lait en poudre de Nouvelle-Zélande, et on a nos laitiers. Il y a une exploitation laitière qui ferme toutes les 12 minutes en France. Et on importe de mauvaise qualité, cher, des produits qu'on pourrait produire, pas cher chez nous, de qualité. Là, il y a un vrai problème. Et je pense que le ministère de l'Agriculture est un ministère crucial. Je n'ai pas de sensibilité politique sur la question. Je crois que l'actuel ministre Stéphane Le Foll, un peu plus que ses prédécesseurs, prend les problèmes à bras-le-corps. Il est breton d'origine, c'est un agronome, il a connu les enjeux, mais il me dit que les entraves sont absolument épouvantables. La réaction des céréaliers, elle est absolument indigne. Le prince de Monaco, il a 3000 hectares dans l'Aisne. Il touche 27 millions d'euros par an de subventions. Vous vous rendez compte? Et à côté de chez lui, il y a 10 élevages laitiers, il y a 2 qui sont suicidés, 2 qui ont mis la clé sous la porte. Ou alors on nous met l'élevage de 10 000 vaches à côté d'Amiens, dont vous avez entendu parler, et maintenant de l'étable industrielle. Bon, là, il y a quelque chose à faire. Interpellez vos élus locaux, enfin bon, voilà. Mais au niveau de vos départements, c'est là où vous pouvez agir. Bien sûr, l'Ardèche est un paradis agricole. Beaucoup de choses ont disparu, beaucoup d'activités ont fermé, mais le peu qui reste, je connais bien ce département, hein, avec Gérard Gagnère, il sait que je m'y suis promené, il y a un trésor à préserver. Et même si vous n'êtes pas forcément dans l'activité agricole, en tant que chambre de commerce et d'industrie, par rapport à votre influence, par rapport aux moyens de persuasion dont vous disposez et des contacts que vous avez avec les collectivités territoriales, préserver ce trésor, c'est très important. Et l'Ardèche peut, à mon avis, devenir un jour un département témoin de réagricolisation à échelle humaine, sociale. Et cette expérience, parce qu'on ne peut pas donner 40 hectares à un gamin qui aurait 18-19 ans, qui serait en échec scolaire, ou quelqu'un qui est au chômage, qui a 30 ans, qui est au chômage depuis 5 ans, on lui dit, voilà, évidemment, on n'oblige personne. Voilà, on lui dit, il y a 5 hectares ou 6 hectares, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ça peut être du maraîchage, de la céréale, selon la saison, selon l'endroit. Vous avez une période probatoire de 12 mois, renouvelable de 12 mois. Peut-être qu'au bout de 6 mois, il dit, non, moi je ne peux pas, c'est trop contraignant, j'y arrive pas, je ne sais pas. Mais il y aura forcément un pourcentage de ces gens-là qui réussiront. Et où le couple se dira, c'est formidable, on vit à la campagne, c'est dur, on se défonce, mais on gagne notre vie, on fait plaisir et on fournit des gens qui sont contents d'acheter nos produits. Je pense que c'est une démarche politique qui peut avoir un lendemain. Il faut tous s'y mettre. Oui, bonsoir, Christophe Guez, Salaison-Guez à Vernoux dans l'Ardèche. Déjà, merci de nous avoir ramené votre expertise et votre passion. Mais en Ardèche aussi, on est tous passionnés. Dès qu'on parle de bien manger, ne vous inquiétez pas, on a de quoi répondre.
Chez nous, vous inquiétez pas, les enfants savent d'où est issu le lait et quand on fait du bon saucisson, du bon jambon chez nous et tout ce qui peut nous vivre. D'ailleurs, bien souvent, les Ardéchois ont envie de vivre en autarcie parce que finalement, si on coupe les ponts, je pense qu'on peut bien s'en sortir. Mais l'indépendance de l'Ardèche, c'est un autre débat. Vive le Vivarais libre. On ira un peu plus loin, on peut accepter jusqu'au Vivarais, il n'y a pas de problème. Je crois que dans votre intervention, il y a des choses qui ont quand même évolué. Moi, j'ai une entreprise qui a commencé, je suis la 3e génération, j'ai repris une entreprise de 2 personnes en 91. Aujourd'hui, nous sommes une centaine. Toujours sur des produits de terroir, des vrais produits de chez nous, des caillettes, des gratons, des jambonnettes et tous les produits que nos Ardéchois connaissent bien. Je crois que là aussi, je ne peux pas laisser vous dire sans intervenir que la grande distribution, qui fait partie de 60% de mes clients, a changé quand même. Aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi qu'on voit les choses différemment. On a besoin de ces gens-là qui ont créé aussi des emplois, qui ont fait bouger aussi nos régions. Sans ça aussi, alors c'est vrai qu'il y a eu de la casse. Chez eux aujourd'hui, il y a aussi une remise en question. Hein, le discours tout à l'heure que j'ai entendu, moi je le vis tous les jours. Je crois qu'aussi, il ne faut pas oublier que le chef d'entreprise a une responsabilité là-dedans, le producteur aussi, en ayant un discours très clair. Je crois que quand j'étais gamin, il y avait une banque qui avait un slogan qui ne lui a pas porté bonheur, qui était le pouvoir de dire oui. Vous vous rappelez laquelle c'est, hein, bien sûr. Je crois que les chefs d'entreprise aujourd'hui, et dans le domaine de l'agroalimentaire particulièrement, mais je pense que c'est applicable de partout, quand on a un marché en face, on a aussi le pouvoir de dire non. Le pouvoir de dire non, c'est sûr que c'est très compliqué. Moi, j'ai réussi à l'avoir aujourd'hui parce que j'ai décidé dans mon entreprise de rester en 3e division. Je crois que dans notre métier, on a aussi eu des chefs d'entreprise qui ont chaque fois voulu être plus grands, plus gros, plus forts, etc. et qui n'ont pas su mesurer aussi la taille de leur entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut rester indépendant, c'est quelque chose aussi qui se mesure, qui s'accepte, et où il faut arriver à avoir ce pouvoir de dire non, ce qui fait que vous êtes peut-être que dans votre région, mais vous êtes bien dans votre région, votre produit, le consommateur le reconnaît, qu'il soit dans la distribution ou qu'il soit chez le boucher charcutier, et ce qui fait que les entreprises avancent. Je crois qu'un des problèmes aujourd'hui, pour moi, n'est plus le problème de vendre. C'est un peu bizarre, mais le problème, quand je me suis installé en 91, bien sûr, il fallait que je trouve du commerce, il fallait que je trouve ça. Et effectivement, il y a des fois, il a fallu dire oui sur des choses qui étaient compliquées, c'est sûr, mais on s'est désengagé très vite. On s'est désengagé des marchés publics. Moi, ça me fait bondir quand j'entends les marchés publics aujourd'hui, parce qu'effectivement, on parle de faire manger bien nos enfants. Hein. J'ai 2 enfants, dont un qui est cuisinier chez Pierre Gagnère, qui a fait toutes les grandes écoles. Et vous voyez comme quoi, quand on mange à table, on peut arriver à les tirer vers le haut. Je crois que c'est pas aussi en disant, en faisant une politique, oui, on va leur faire manger du bio, puis à la sortie, on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de leur faire manger. Donc le seul bio qui va y passer, c'est un kiwi ou une pomme. Je pense aussi, de l'autre côté, alors je fais plein de choses parce qu'après je lâcherai le micro, mais comme vous êtes très bavard, mais nous aussi, après j'ai des collègues derrière, donc il y a ça, il y a le fait aussi de pouvoir trouver du monde. Aujourd'hui, on ne trouve plus des salariés. Et oui, ça c'est ce que je disais encore à Pierre Moscovici la semaine passée quand il est venu. Je ne sais pas où sont les chômeurs, mais en tout cas, ils ne viennent pas dans nos métiers. Les métiers de l'agroalimentaire, aujourd'hui, en tout cas dans la petite industrie, on n'en trouve plus. On ne trouve plus des charcutiers, on ne trouve plus tout ça. Et vous parliez de l'agriculture, on n'est pas le seul pays touché. J'étais à Moscou il n'y a pas tellement longtemps, et les Russes aujourd'hui nous disent, si vous avez des agriculteurs qui veulent venir chez nous, on leur donne des terres. Parce que là aussi, quand on était gamin, on a appris que la Russie, c'était le grenier de l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a plus d'agriculteurs. Et si on ne réagit pas, et là je vous rejoins complètement, on va se retrouver dans la même situation. Voilà, excusez-moi, je suis très bavard, mais il fallait que ça soit dit. Je vous donne raison sur la quasi-totalité de vos remarques. Permettez-moi, dans la mesure où je tiens, en tant que journaliste, à alerter l'opinion, je mets évidemment favorablement, prioritairement, le doigt là où ça fait mal. Et je ne vais pas dire à la grande distribution, ça y est, c'est formidable, vous avez tout compris. Non, je suis obligé de continuer à être un peu inquisiteur et un peu réquisiteur, et à constater encore, hélas, que la grande distribution est à l'origine d'une malbouffe grandement distribuée, consécutive à
à une agroalimentaire qui est encore productiviste et industrielle. Mais il est indéniable qu'il y a un progrès de fait et, j'allais vous dire, vous êtes vous-même, dans votre activité, vous êtes l'acteur de ce succès. En même temps que le consommateur a pris conscience aussi qu'il ne pouvait pas continuer à manger comme ça sans se soucier de ce qu'il achète, l'origine des produits. Mais c'est vrai qu'en faisant le choix de rester à une certaine échelle d'activité, vous avez pérennisé une forme de qualité et une forme de culture. Alors, si tous les chefs d'entreprise étaient comme vous, on aurait beaucoup moins de problèmes. Sauf que vous savez ce que c'est, hein. Le progrès, c'est le développement, c'est le chiffre d'affaires, c'est les parts de marché. La conquête de parts de marché, cette logique satanique qui fait qu'on est dans un système qui va dans le mur. Donc oui, je ne sais pas si vous êtes très nombreux en Ardèche dans cette logique. Enfin, vous êtes quelques-uns. J'ai vu un fabricant de Jésus tout à l'heure qui m'a offert ces deux. D'ailleurs, vous pouvez me remettre des produits si vous avez envie de me faire plaisir. Mais oui, effectivement. Voilà, tout n'est pas. Le tableau n'est pas aussi noir que j'ai bien voulu le dépeindre, et je suis toujours content de rencontrer des témoins qui me prouvent qu'il y a une évolution, ou en tout cas une préservation d'un patrimoine. Oui, Gérard. Ça va, vas-y. Je retiens une chose, c'est que vous vous êtes donné. Je réponds là parce que je vous connais indirectement. Donc, dans mes discussions avec Jean-Pierre Debar, que vous connaissez bien, de la CCI, et vous vous êtes donné, je peux dire que vous vous êtes donné les moyens de choisir, de dire non, en faisant le choix de la qualité et en le faisant savoir. Les deux choses vont de pair. Je crois que le secret est là. Mais donc ça me paraît évident. On peut faire de la qualité, si personne ne le sait, on meurt. Puis on peut faire de la merde en prétendant que c'est de la qualité et puis gagner. C'est un peu ce que vous voulez dire. Et de même que la grande distribution aussi, elle est sensible à cette préoccupation, à cette démarche. Peut-être que vous avez été obligé de tenir tête quelquefois au niveau des négociations. Voilà, on gagne, on perd. Les dirigeants de grandes surfaces sont plus ou moins attentifs ou pas. Enfin, tout dépend du système auquel ils répondent. On peut dire qu'il y a un progrès dans ce sens, c'est indéniable. Je pense qu'il doit être plus probant dans un département comme l'Ardèche, où la population est peut-être plus sensible. Les traditions se sont préservées et on est plus conscient qu'il y a un patrimoine à défendre que dans d'autres zones géographiques où la problématique est différente. Oui, monsieur. Oui, donc Jacques Deplace, vice-président de la communauté de communes du Pays de Saint-Félicien et administrateur à Théoagriculture Internationale. Beau terroir. Voilà, et je voudrais faire... Comment? Sois bref. Gérard vous demande d'être bref. Je me demande pourquoi il me le demande. Vous avez 30 minutes. Mais il a très peur, il a très peur que j'ai une langue de bois, c'est pour ça. Trois petits bouts d'intervention, Monsieur Gagnère. La première, c'est sur l'histoire. Vous avez parlé de la FNSEA et de son rôle aussi un peu dévastateur, mais pas seulement, parce qu'il y a des gens à la FNSEA qui ont été tout à fait intéressants. Mais je voudrais parler de la difficulté de faire exister la Confédération paysanne, qui a aujourd'hui 40 ans pratiquement, et qu'on n'imagine pas, quand on est extérieur, comment on a pu vivre en France et constituer un syndicat qui défend une agriculture paysanne, de proximité, de produits, de territoire. Comment faire exister ce syndicat par rapport à un syndicat unique quasi soviétique. Donc ça, il faut oser le dire, parce que ça, il faut l'avoir vécu. Je termine sur ce premier point. Le deuxième point, il sera un petit peu plus doux, c'est le fait qu'aujourd'hui, sur l'Ardèche notamment, il existe, parce que ça n'a pas été nommé, mais je crois que la CCI a quelque chose à voir aussi avec ça, et la Chambre d'agriculture, une association qui s'est montée d'Ardèche et de Saison, qui tente effectivement d'associer industrie agroalimentaire locale, paysans regroupés, parce que là c'est une des difficultés que je vais décrire dans la troisième partie qui ne sera pas très longue, pour assurer l'approvisionnement, la restauration collective. Or, c'est vrai que, et j'arrive à la troisième partie, donc vous voyez, ça va vite, hein, M. Gagnère, c'est la difficulté aussi pour une agriculture paysanne de sortir des habitudes de filière pour passer à une agriculture de proximité. Et que ce n'est pas si facile que ça dans un système de production d'arriver à une valorisation de ces produits, une valeur ajoutée, avec une transformation et une commercialisation locale. Donc ça, on est dans cette phase-là. On peut dire qu'on a une chance, parce qu'au fond, ceux qui ont pu tenir et ceux qui arrivent de l'extérieur, parce que vous avez fait une proposition tout à l'heure pour une agriculture et des jeunes qui pourraient venir
travailler le foncier, mais il y a aussi des jeunes aujourd'hui qui viennent, qui s'installent dans nos pays, et notamment le pays de Saint-Félicien, et c'est ma troisième partie. Le pays de Saint-Félicien, tout le monde connaît le Saint-Félicien. Alors c'est vrai qu'il n'est pas élaboré localement, le fromage de Saint-Félicien. Hein, ce caillé acide est produit ailleurs que dans le pays de Saint-Félicien, de l'herbe à l'assiette d'ailleurs. Donc par contre, il existe le caillé doux de Saint-Félicien. Voilà, il y a un producteur émérite derrière, et avec d'autres producteurs, ils ont, à la suite de leurs parents, parce qu'il y a une tradition familiale. Je vais le goûter demain. Voilà, et je crois que vous allez y aller. Et la communauté de communes du pays de Saint-Félicien, on aimerait bien valoriser ce caillé doux de Saint-Félicien, qui soit un peu notre emblème, puisqu'on a un projet de développement de terroir, pas seulement avec du fromage, il y a aussi des saucissons, il y a aussi du miel, il y a aussi des fruits. Il y a une coopérative d'intérêt collectif qui fait du jus de fruits, Nectar des Choix, dans un pays que certains venant d'Annonay peuvent trouver perdu, mais on n'est pas perdu du tout, hein, et on n'est pas le centre du monde non plus. Et donc on voudrait aussi participer à aider ces producteurs de caillé doux de Saint-Félicien à élargir cette base qui peut être un peu étroite. Et au fond derrière cet emblème un peu de territoire, faire le lien entre les produits, la fierté de les produire, la fierté de les vendre à des habitants. Et j'ai bien aimé l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, de citoyens consommateurs. Sortir de l'idée des consommateurs coupés des producteurs, puisque tout consommateur est un producteur de quelque chose, un citoyen, un habitant d'un territoire. Et c'est ce qu'on tente de faire dans le pays de Saint-Félicien, en Ardèche verte. Voilà, M. Gagnère, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps imparti. Voilà. Ben je crois que la libération agricole va partir de Saint-Félicien, qui sera le lieu de résistance. En tout cas, bon, je connaissais un petit peu la réputation de votre territoire, votre communauté de communes, et c'est vrai que c'est tout à fait dans ce sens qu'il faut agir. La preuve, c'est faisable, parce que souvent on dit oui, tout ça sont des mythes, mais non, c'est faisable. Alors, l'élément fondamental, puisqu'il y a une conscientisation de l'offre dont vous parliez, et j'en reviens à mon instruction, il faut une culturation de la demande. Voilà, si on cultive le demandeur, si on lui donne le sens du choix et une connaissance des possibilités qu'il a d'améliorer son alimentation, vous aurez évidemment une demande qui satisfera l'offre que vous... C'est dans les deux sens que ça doit se passer. Mais il est fondamental aujourd'hui que le consommateur, mais pas seulement pour l'alimentaire, pour tout, le consommateur doit être informé. C'est pour ça que je crois à la presse de consommation, je crois à ces émissions de télé qui informent le public, et je pense que quelqu'un de bien informé, quelqu'un qui fait des choix plus judicieux, y compris sur le plan politique. Voilà. Je pense que l'information, là, je défends ma corporation de journalistes, on est là pour informer, on est là pour soulever le couvercle, pour mettre le doigt là où ça va mal, et d'aider nos concitoyens à faire le bon choix au bon moment et au bon endroit. Bien. Alors, je ne viens pas pour vous foutre dehors. Non. Parce que j'ai soif et faim, c'est pour voilà, ça. Je pensais que vous aviez soif, donc on va vous faire goûter des... Pardon, j'ai la lumière dans la gueule. Vous aussi, vous l'aviez là? Non, c'est non, vous je vais vers vous. Voilà, on va vous faire déguster, je crois qu'il y a un buffet de produits ardéchois. Je pense que je pourrais continuer à converser. vous pourrez discuter. Vous avez la présentation du Centre du développement agroalimentaire de l'Ardèche, puisqu'on a fait avec l'interconsulaire, Chambre d'agriculture, Chambre des métiers, Chambre de commerce. En plus, il y a une appellation Goûter l'Ardèche qui marque déposée depuis une douzaine d'années. Voilà, donc nous vous remercions beaucoup de cette intervention. Et puis bon, allons goûter l'Ardèche. Merci.